Les constructeurs prennent en compte massivement cette maquette numérique. Qu'en est-il des promoteurs et des gestionnaires? Pour nous en parler, on a le plaisir d'accueillir Thibaut Robert, IBA, Living and Building Archishop, et ses précieux intervenants. Je demande Marie-Catherine Chazot, architecte, directrice pôle produit Codegim. Cogédim. Alain Ledoaré, dirigeant Aricad. Grégory Van de Velde, responsable R&D Bouygues Immobilier. Et pour terminer, Jean-Claude Zaleniec, président Digital Invest. Je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc le sujet de la table ronde, c'est le BIM et comment l'intégrer dans la communication et l'exploitation client. Donc le BIM à vocation client, c'est le sujet du jour. Je vais proposer à chacun des intervenants peut-être de se présenter un peu plus précisément et ensuite on lancera la table ronde en tant que telle. Bonheur aux femmes. Bonjour, je suis Marie-Catherine Chazot, je suis architecte et directrice du pôle produit, architecture et innovation chez Cogédim. Et mon rôle est d'être un peu l'interface entre les architectes concepteurs des opérations des immeubles de Cogédim et le client. On aime à s'appeler un peu l'œil du client. On est là pour adapter le projet et faire en sorte que les appartements que nous allons concevoir soient les plus en adéquation avec les attentes de notre clientèle. Merci. Alain Ledoiré, dirigeant Aricad. Nous, on est en plein dans le BIM, dans la mesure où, d'un côté, on distribue les logiciels qui permettent de faire du BIM. Alors, je vais citer Autodesk et Revit, qui est un peu le leader du marché. Et de l'autre côté, on a des équipes de BIM managers, donc, qui peuvent soit former, soit accompagner les architectes, les maîtres d'œuvre. Et on n'est plus dans le cycle dont on a parlé tout à l'heure, on est plutôt au moment où un bâtiment commence à être un projet jusqu'à la fin de l'exécution. Donc l'aspect promoteur ou l'aspect vide du bâtiment, on n'a pas encore beaucoup abordé, donc ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir des questions. Donc voilà, donc on est en plein dans le BIM et je suis impatient d'avoir les questions que vous avez. Jean-Claude Zaleniec, Digital Invest. Alors, Digital Invest est présent dans Ares Conseil, qui travaille pour un groupe qui s'appelle Domus Vie et qui fait des EHPAD pour lesquels on fait appel au BIM, mais également présent dans Habiteo, qui est un outil d'aide à la commercialisation de programmes immobiliers pour lequel on regarde comment brancher les outils existants avec le BIM, et également dans meilleurdu-neuf.com, qui est un site de cotation de programmes immobiliers neufs. Bonjour à tous, Grégory Van de Velde. Je travaille en recherche et développement chez Bouygues Immobilier. Et avant, j'ai fait 12 ans au commerce. Donc, j'ai vendu les appartements de la société. Donc, les attentes et les besoins des clients. Ça fait 12 ans que j'ai fait ça. Donc, je sais à peu près ce qu'ils peuvent en attendre du BIM et ce sur quoi ça peut vraiment changer à la fois leur parcours client chez nous et en même temps le produit qu'ils vont acheter et la vie qu'ils vont avoir avec. Voilà. Et Thibaut Robert, donc un ingénieur architecte de l'agence LBA, très grosse agence de 4 personnes, pour dire que le BIM n'est pas une question de grosse structure. BIM d'or en 2014 pour un énorme projet de 600 000 € et enseignant master spécialisé BIM STP Ponts et Chaussées sur les problématiques de collaboration projet autour du BIM sur tout le cycle de vie du bâtiment. Donc petit rappel du BIM en quelques mots, un peu plus détaillé. Donc c'est un outil avant tout et une méthode de management de projet donc, qui structure les choses sur tout le cycle du bâtiment, c'est-à-dire de la programmation, construction, gestion, exploitation, maintenance et déconstruction, avec la partie vente, autour d'avatars virtuels d'un bâtiment qui va être construit et qui ensuite va être géré. Sa vocation est multiple, mais on va en retenir 3 points plus précis aujourd'hui. C'est fiabiliser les projets dans leur globalité, c'est-à-dire sur le coût global. Intégrer et permettre une efficience de décision prise, et notamment au niveau de l'asset management et de la gestion patrimoniale des produits. Et enfin, communiquer, qui est un aspect important. Un état actuel de l'art aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des filières bâtiments travaux publics est en train de muter autour du BIM sous une double impulsion. L'impulsion du plan de transition nationale numérique du bâtiment, qui est, je dirais, le volet étatique du BIM, qui est essentiellement incitatif. Et ensuite, de l'autre côté, des professionnels convaincus qui, depuis quelques années, ont anticipé ces mutations et qui, aujourd'hui, sont un peu la cheville ouvrière du sujet. Pour en revenir à la table ronde, nous allons aujourd'hui plus particulièrement orienter nos échanges vers le client final de la maquette numérique.
celui à qui on vend, celui à qui on propose nos produits, le gestionnaire comme le client qui va habiter un problème de logement. Et ceci à travers 2 questions qui vont animer nos discussions. La première, c'est l'intégration du BIM dans la communication et l'exploitation des différentes structures et au sens large, et l'apport du BIM pour le client final. Voilà, donc je propose de... On va commencer nos échanges. Avant de parler de communication, je pense qu'il faut parler de comment le BIM est rentré dans nos sociétés. Donc chez nous, chez Cogedim, le BIM nous intéresse énormément et ça fait bientôt 1 an et demi qu'on s'y intéresse plus qu'activement. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est de faire passer les projets sur lesquels nous travaillons sur le BIM. Tout d'abord, pourquoi ? D'abord, les architectes, tous ne sont pas formés sur le logiciel Revit, tous n'ont pas adopté la méthode. Et tous ne veulent pas forcément franchir le pas. Pourquoi ? La méthode BIM incite l'architecte à travailler beaucoup plus dans la première phase de la conception. Au niveau du PC, l'architecte est censé presque avoir fait un mini DCE, pour vous résumer, et intégrer énormément de données dès la première phase. Les temps que nous accordons à nos architectes c'est un peu notre souci. La première partie du travail s'effectue dans des temps assez réduits. Nous déposons des permis actuellement en un mois et demi, et travailler sur le BIM pour les architectes est un travail assez important. Donc de nombreux architectes refusent pour l'instant de passer au BIM en phase PC et plutôt souhaitent passer au BIM en phase DCE. Donc voilà, donc ça recule un peu l'échéance et ça nous empêche de voir la globalité du programme et du projet. L'autre souci, c'est aussi, ça va être pour nous de revoir les contrats des architectes, justement dans ce sens. La mission des architectes devra être revue justement pour intégrer ces problématiques et faire en sorte que son travail se fasse différemment. Les architectes, après, trouvent que le logiciel est assez onéreux et mettre une société complète, une agence complète au BIM est assez compliqué visiblement aujourd'hui. C'est les échos que nous en avons. Deuxièmement, après, les entreprises et les bureaux d'études ne sont pas tous sur le BIM. Donc parfois, nous sommes confrontés au problème où tous les échelons et tous les participants ne sont pas en phase et nous ne pouvons pas passer facilement au BIM. Après, l'avantage que nous y voyons, nous, c'est pour le client final, bien évidemment, pour nous faciliter dans tous nos outils de communication, les perspectives que nous allons devoir réaliser par la suite. La maquette BIM nous permet plus facilement de visualiser les différents angles de vue, les différents intérieurs, et bien évidemment, par la suite, de faire des visites virtuelles des appartements à nos acquéreurs futurs. Voilà, pour l'instant, je vous laisse. Okay. Je vais peut-être revenir sur 2 ou 3 points. D'abord, le BIM, c'est un mouvement international. La France n'est pas spécialement en avance. Les zones en avance, c'est bien sûr l'Amérique du Nord, c'est l'Europe du Nord. En Angleterre, il y a une obligation BIM sur tous les appels d'offres du public. L'objectif du gouvernement anglais, c'est de faire des économies à la fin. Et tout ce qui est au Moyen-Orient, tout se fait aussi sur du BIM aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense que la France est en train d'adopter ces méthodes, et elles arrivent par souvent les grands maîtres d'œuvre. On travaille beaucoup pour les 3 gros, Vinci, Eiffage et Bouygues. Ils investissent massivement. Alors c'est vrai. L'investissement, c'est un investissement logiciel qui coûte, c'est surtout un investissement de méthode et de façon de faire qui prend du temps. C'est-à-dire qu'au-delà du coût du logiciel, dont on peut discuter, après, il y a des différentes manières d'aborder le projet qui vont demander à un architecte plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être efficace, et c'est sûrement pas le premier projet qui va lui donner un retour sur investissement, comme on dit, au niveau de sa méthode. Ceci dit, je reviens sur le mouvement d'ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'y mettre, sous peine de disparaître, on en discutait tout à l'heure au niveau des architectes, à moyen terme. C'est-à-dire que dans 5-10 ans, je pense qu'il n'y aura pas de projet sans BIM. Après, du point de vue du client, alors je disais qu'aujourd'hui, moi j'ai fait un petit tour dans
dans l'espace d'exposition. Je vois que ça fourmille d'idées sur des visites online, sur des maquettes virtuelles, sur des visites de la réalité augmentée. Nous, on est dedans tous les jours, on en fait tous les jours. D'ailleurs, je regarde ça avec un peu de sourire, parce qu'en disant aujourd'hui cette nouveauté, je pense que demain ce sera la règle. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une maquette numérique, faire une visite virtuelle, on a des logiciels aujourd'hui qui permettent de le faire en une demi-heure. Et donc, tout ce qu'on considère comme nouveau aujourd'hui, je pense que dans 5 ans, vendre une maison ou un immeuble, ça ne se fera qu'avec une visite virtuelle. Et ça viendra du BIM de manière automatique. On parlait des logements un peu adaptables, en tout cas configurables par les clients. Des constructeurs de maisons individuelles aujourd'hui comme Geoxia, qui a la maison Phoenix, mais qui a aussi des tas de gammes de maisons, se posent la question, alors, ils ont des gammes de maisons préconfigurées, malheureusement le client il veut toujours la maison mais avec un petit quelque chose en plus. Ma salle de bain je veux la plus grande, ma chambre je veux la plus grande, ces fenêtres je les voudrais comme ça. Et on pense à des configurateurs online, web effectivement, où le client aura la possibilité de modifier en partie les choses. Ça existe déjà, ça va arriver, et voilà le genre de choses qui vont arriver. Alors, c'est pas le monde d'aujourd'hui, mais je pense que le BIM, en tout cas, s'il veut sortir aujourd'hui, on est toujours dans l'aspect construction, enfin du projet jusqu'à effectivement la fin de l'exé. C'est comme ça qu'il va arriver, mais je pense que c'est pas une question de 10 ans, c'est une question sans doute de quelques années. Je vais passer. Alors, chez Bouygues Immobilier, effectivement, on a un projet qu'on développe sur le fait que pour les clients, ils aient la possibilité de personnaliser leur logement. Donc, on utilise on a un besoin d'avoir un configurateur virtuel, comme la société avec laquelle on travaille est présente sur le salon. Et eux travaillent également beaucoup sur le BIM, parce qu'ils se doutent que s'ils ne font pas cet effort-là, d'ici quelques années, depuis la maquette numérique, on fera glisser tous les outils commerciaux. Donc, si vous avez déjà créé votre bâtiment pour pouvoir l'exploiter, alors avec votre client ou pas, parce que le client du promoteur, c'est à la fois un institutionnel qui vous commande un bâtiment, donc en même temps il a un intérêt à savoir ce qu'on va y faire et comment on va le faire, parce que lui il va vivre ce bâtiment, il va en être propriétaire, donc il participe à la conception, et après donc le BIM va lui permettre aussi de le gérer. Donc en gros, je veux savoir ce que vous allez faire et je veux le faire avec vous, parce que demain, si moi je veux gérer les factures, je veux avoir en fait la vue sur le bâtiment que vous allez construire. Donc il y a à la fois ce client-là et le client, qui est le client particulier, comme nous tous. Quand on achète un logement, nous on n'a pas pu participer à la conception, mais par contre, on va payer les factures, les charges, le syndic, la copro, enfin voilà. Donc il y a à la fois la gestion et en même temps le fait de pouvoir vivre le bâtiment avant qu'il soit construit. Donc, quand vous avez le BIM, l'idée c'est de pouvoir anticiper sur la vie du bâtiment. Et les outils commerciaux sera ça également. Quand vous aurez fait votre structure complète du bâtiment et le visuel, l'architecture et autres, de là il y aura juste un petit bouton, enfin j'en suis persuadé, où vous allez glisser vers les outils commerciaux. Et là vos clients sur le site internet vont visiter leur appartement et vont pouvoir anticiper sur leur consommation d'énergie, leur consommation en fonction, je veux un peu plus chaud dans mes chambres, je veux un peu plus frais dans le séjour, ça influe quoi sur ma consommation, voilà. Et ça, le client un par un pourra vivre son logement et sa consommation avant qu'il soit créé. Et aujourd'hui, on a besoin de cet outil parce qu'on n'a pas forcément une maîtrise très précise aujourd'hui sur le coût de la gestion des bâtiments. Voilà. Et on voit dans les syndics du copro assez fréquemment. Donc, le groupe Domus Vie pour lequel travaille Ares Conseil est déjà, je dirais, dans cette optique, où Domus Vie fait donc des EHPAD, qui sont des établissements d'hébergement aux personnes âgées dépendantes et des résidences services seniors, sont des produits très calibrés, très normés, qui obéissent à beaucoup de règles, à la fois administratives, sociales, techniques, sécurité. Et aujourd'hui, ces EHPAD sont vendus ensuite à la découpe à des investisseurs, donc ils passent des plans DWG, parce qu'aujourd'hui c'est la seule chose dont on dispose, qui nous permettent de fabriquer l'outil de présentation virtuelle sur la base de la technologie d'Habiteo et de le mettre à disposition des conseillers en gestion de patrimoine, puisque à l'intérieur il y a également la possibilité de voir tous les logements en visite virtuelle. Là c'est que des chambres d'EHPAD, donc c'est assez répétitif, mais également de signer tous les documents de réservation en ligne, en digitalisation, en numérique. Voilà, donc ça y est, sauf que ce qu'on sait faire à partir des plans DWG, en gros, on devrait pouvoir le faire
à partir des documents plus élaborés comme le BIM. Et pour un exploitant, donc un concepteur exploitant comme Domusvie, ce qui est très important, c'est que d'une part, ces projets doivent être présentés aux autorités régionales de santé, aux agences régionales de santé, et aux conseils départementaux pour les transferts ou les créations. Et la présentation en 3D a un immense avantage, c'est-à-dire qu'on ne parle plus, on développe plus de plans, on présente sur un écran, sur une télé, sur une grande tablette, aux décideurs qui vont finalement valider le projet et nous autoriser à l'engager. Donc ça fait gagner énormément de temps et surtout c'est séduisant puisque c'est représenté. On le présente également aux mairies sur les territoires desquels on va les implanter. Par la suite, pour les équipes techniques de Domusvie qui travaillent, je dirais, avec les constructeurs et qui font le lien avec les équipes d'exploitation de Domusvie, cet outil est particulièrement utile puisqu'il permet de suivre le bâtiment dans son évolution. Un EHPAD, une résidence service senior, c'est appelé à évoluer. Donc il y a, ce qu'il faut, c'est qu'on sache également l'entretenir, le maintenir et donc avoir toutes les informations sur ce qui a été intégré dans le bâtiment au moment de sa conception. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des galères quand on veut faire des extensions, des rénovations sur des immeubles existants. C'est catastrophe. Voilà. Demain, on imagine que ça sera beaucoup plus facile. Donc, Domusvie est à la fois le client amont, mais également va vendre ça à des clients finaux qui sont des investisseurs particuliers. Et puis, puisqu'on passe par le client, est-ce que vous avez chacun dans vos domaines vu une évolution de la relation client grâce à l'outil du BIM dans la présentation du projet que vous faites et dans quels retours vous en avez? Est-ce que c'est naturel, par exemple, ou est-ce que le client doit aussi un certain temps de latence pour approprier l'outil qu'on lui présente? Je pense que c'est trop tôt pour avoir des retours du client sur le BIM et sur les atouts. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ces outils justement aujourd'hui et au rendu de ces outils. Nous sommes tous conscients que le BIM est un plus incontestable. J'aime bien le comparer un peu à l'IRM ou aux scanners qui ont lancé la médecine et qui ont redonné une nouvelle impulsion à la médecine lorsque ils ont été inventés. Le BIM incontestablement, dans les années à venir, va être un plus énorme dans notre métier. Mais quel est le rendu final? Aujourd'hui, les images qui sortent du BIM, est-ce qu'elles sont vraiment commerciales? Est-ce qu'elles peuvent être exploitées telles quelles? Une visite virtuelle, je ne sais pas si vous avez vous-même déjà essayer des visites virtuelles, est-ce qu'elles tassent pas trop les appartements? Est-ce qu'elles vont nous aider ou nous desservir? Donc il faut qu'on fasse très attention aujourd'hui aux images que nous allons produire pour justement que ce soit plutôt une aide à la vente et non pas un handicap. C'est vrai qu'on rêve tous d'avoir un bouton qui passe de la maquette numérique de la personne qui construit à une maquette qui va être présentée. Il y aura sûrement encore des touches artistiques, des ombres et des lumières à arrondir pour que la maquette elle-même soit présentable. Alors, je vais peut-être retourner dans un ou deux domaines plus techniques. D'abord, peut-être en pensant aux promoteurs immobiliers, en tout cas aux futurs propriétaires des immeubles. Aujourd'hui, ce qui manque, ce qu'on voit, c'est des cahiers des charges BIM. Aujourd'hui, quand on a un groupement d'entreprises qui construit un bâtiment, il y a le lot gros œuvres, il y a les lots techniques, etc. Maintenant, il y a un lot BIM dans les appels d'offres. Ça va être obligatoire pour les bâtiments publics et c'est déjà quasiment le cas. Et c'est aussi le cas pour les bâtiments privés. Ce lot BIM, moi j'ai vu son évolution depuis 2 ans, ça devient de plus en plus sophistiqué. Et là, je dirais que j'engagerai la conversation avec les futurs propriétaires, effectivement. Vous aurez à la fin, dans la maquette, pour faire vivre vos bâtiments, ce que vous aurez demandé en amont. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu ces cahiers des charges. Au-delà de la maquette et du 3D qui fait rêver, c'est des données dont vous avez vraiment besoin pour vivre. Et si vous avez besoin d'un bâtiment intelligent du point de vue énergie, il faut déjà prévoir qu'on aura besoin de telle et telle donnée et qu'on va utiliser tous les capteurs et qu'on va centraliser. Ça, on ne va pas l'inventer le jour où on va livrer le bâtiment avec la maquette si on n'a pas déjà vu dès le début, par exemple. Donc, tous ces cahiers des charges sont en train de se sophistiquer, on en voit de plus en plus, mais je pense qu'on est encore au niveau, s'il y avait un niveau 1 à 5, on est encore au niveau 1 de cet aspect-là aujourd'hui, en fait.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les acteurs ne sont pas tous au niveau par rapport au commercial, parce que nous, on l'a vu avec le logiciel dont on a eu besoin pour faire les visites virtuelles, on a avant tout cherché une société qui était capable de faire quelque chose de beau. Parce que quand on vend une visite virtuelle à un client, c'est pour le faire rêver. Alors si on le fait rêver avec uniquement des éléments techniques, et qu'à chaque fois que je vois une table, c'est un espèce de gros cube posé au milieu du salon, c'est pas avec ça que je vais arriver à lui vendre un appartement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc avant tout, c'est de faire du beau. C'est vrai qu'aujourd'hui, le BIM, c'est du technique. Donc c'est en gros, je fais quelque chose qui fonctionne. On n'est pas là pour faire de la déco. Donc demain, nous en tout cas pour les clients, on aura besoin des deux. On aura besoin d'avoir quelque chose qui se transforme en quelque chose de joli et qui soit utilisable. Mais on sent de toute façon, c'est le début. Hier, j'étais au salon Batimat et il y a la ministre du Logement qui est passée pour faire une petite conférence et autres. Et elle a quasiment parlé que du BIM en disant que ça démarre, que la France doit trouver son créneau là-dedans et qu'on a beaucoup de valeur ajoutée à apporter. Et à l'écouter, demain, c'est même nous qui allons gérer le marché du BIM quasiment dans le monde. C'est bien, c'est volontaire. En tout cas, aujourd'hui, on a un vrai besoin. Est-ce que ça parte aussi vers le commerce et vers le client final, mais pour le côté vente. Alors c'est clair qu'on a besoin de l'interface, parce que quand on prend les documents de base, après il faut les retravailler. Et je pense d'ailleurs qu'en fait ceux qui vont faire l'interface commerciale ne seront pas ceux qui auront fait les plans d'origine, parce que c'est pas du tout le même état d'esprit, pas du tout la même configuration de cervelle et pas du tout les mêmes attentes du côté du client. Ça, moi, je le vois, puisque comme je vous dis, on travaille modestement là sur ce qui existe aujourd'hui, c'est des WG et puis les spécificités de l'architecte, mais derrière, il y a effectivement la patte. Et alors on voit qu'il y a une courbe d'expérience qui est en train de se mettre en place, où ça va à toute vitesse. Quand on regarde ce qui a été produit il y a un an, et ce qu'on produit aujourd'hui au même prix, la différence de qualité est énorme, énorme. Moi, je me souviens des premières productions d'Apito il y a un an, on était tous contents. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'on a fait il y a un an, c'est comme les bons vins de Bordeaux quand vous faites une dégustation. On prenait un très bon au début, puis un excellent à la fin, et quand vous revenez au début, le très bon, il est devenu mauvais. Donc, ce que je ressens dans vos discours aussi, c'est que la relation client, finalement, remonte en structuration dans vos problématiques de gestion de projet et réinterroge aussi les relations clients que vous avez les uns avec les autres, mais aussi dans l'intérieur de votre service. C'est-à-dire que la problématique client va remonter le plus en amont possible pour qu'elle soit clairement exprimée dès le départ. Est-ce que ça refonde, ou est-ce que ça peut refonder aussi les manières dont les services entre eux, dans une même société, vont collaborer ensemble, notamment dans la piste de peut-être moins cloisonner ou décloisonner la fonction exploitation-maintenance de la fonction production. Quelles sont vos réflexions sur ce sujet ? Le BIM, par essence, c'est collaboratif. D'abord, un mot, le BIM, les industriels qui font des voitures ou des fusées, ils l'ont inventé il y a 20 ans. Donc on est en train de redécouvrir l'eau tiède dans le bâtiment. Par contre, c'était plus facile. Quand Renault ou PSA dit « je veux faire une voiture », si vous êtes un sous-traitant, vous utiliserez CATIA et puis vous me donnerez votre modèle pour qu'il s'intègre directement. Le monde du bâtiment est beaucoup plus fragmenté, avec des sociétés qui se forment et se déforment suivant les projets. C'est difficile de mettre des standards en place pour que ça marche. Mais la coopération, c'est le fondement du BIM. Alors, après, la coopération pour faire une maquette, la réalité, c'est qu'il va y avoir des centaines de maquettes. Des maquettes par objet technique, des maquettes pour faire beau, des maquettes pour faire de la surveillance électronique, des maquettes pour l'énergie. Et donc, c'est un monde aussi compliqué par derrière. La collaboration, c'est que chacune de ces maquettes puisse s'intégrer et que chacun apporte son objet ou son expertise technique sur le domaine où il fait. Mais aujourd'hui, c'est par essence, c'est le BIM, c'est la coopération. Après, le client, moi je prendrais l'analogie toujours des gens qui font du BIM ou qui font des voitures. Aujourd'hui, il y a dans les sociétés comme Renault, PSA, il y a des gens qui surveillent le net et qui surveillent les flux de voitures qui sont les principaux, je dirais, ils font du co-design. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que parmi vos clients, il y a des gens qui sont capables de vous aider à évoluer, à designer des futurs produits. Et ils leur donnent des outils pour pouvoir designer
évoluer, que ce soit au niveau technique ou que ce soit au niveau forme. Alors effectivement, je pense que bientôt, on parlait de configurateur. Le configurateur initial, c'est peut-être effectivement j'agrandis ma pièce ou je change de couleur ou je change ma décoration, et il va y avoir des choses comme ça qui vont aussi se mettre en place. Alors c'est peut-être un peu prospectif, mais voilà. Donc, pour moi, le client, il y a deux phases pour le client. Il y a la phase avant-vente, donc le côté aide à la vente est incontestable, et le côté personnalisation, le côté visite, le côté appropriation de l'espace par l'acquéreur. Vendre en l'état futur d'achèvement, vous le savez tous, ce n'est pas simple, et ces outils nous permettront incontestablement d'avancer dans le domaine et d'impliquer l'acquéreur dans l'achat de son appartement. Mais il faut penser aussi l'acquéreur après, une fois qu'il est déjà dans son appartement. Et je pense que le BIM aura un impact considérable sur les syndics, notamment avoir la maquette virtuelle de l'immeuble, savoir à tout moment quelles sont les réparations qu'il faut mettre en œuvre, quelles sont les charges, je pense que toute cette phase après construction, pour la gestion de l'immeuble, sera vraiment très importante pour les années à venir. Alors c'est vrai que nous, à la partie recherche et développement, quand on pense à l'immeuble de demain, avec le BIM, on se prend parfois un peu à rêver et on s'imagine un peu comme dans les films, quand vous voyez un immeuble en 3D, quasiment transparent, puis il y a un petit point rouge qui clignote en disant bah voilà, le problème il est là, la fuite elle est à tel endroit. Donc on se dit demain, un immeuble qui aurait des capteurs qui pourraient nous dire bah voilà, le problème dans le béton il est à tel endroit, ça évite de devoir faire passer une caméra qui n'est pas passée au bon endroit, qu'on doit repasser de l'autre côté, puis on n'est pas sûr que ce soit là. Enfin voilà, donc l'économie pour le client, c'est la deuxième phase. Enfin moi, c'est quelque chose qui nous fait un peu rêver. On essaie déjà d'arriver avec tous les nouveaux outils qu'on peut avoir sur la domotique pour arriver à contrôler l'énergie et arriver à ce que ça consomme moins. C'est vrai que proposer au client d'arriver à anticiper sa consommation, c'est comme si demain vous achetez une voiture, elle est censée consommer 4 litres au 100, mais bon, ça dépend de chacun, parce que moi j'habite à Paris, je conduis de manière un peu stressée, ou je suis toujours en retard. Voilà, donc si j'arrive à dire, voilà ma conduite, et qu'on me dise, vous ça va pas être 4 litres, ça va plutôt être 6, et les réparations, ça va plutôt être tel montant, voilà, en gros je sais que cette voiture va me coûter plus cher, ou voilà. Et la même chose pour le bâtiment. Donc ça, c'est la deuxième phase qui fait rêver, c'est de se dire que voilà, on va pouvoir vivre le bâtiment avant qu'il existe, et pouvoir l'anticiper et le réparer. Et ça... les milliers de capteurs dans le bâtiment, on n'y est pas encore. C'est vrai que le process BIM s'adapte, je dirais, en premier spontanément au bâtiment dont je parlais, les EHPAD, qui ont un exploitant global et dont les équipes à la fois techniques et d'exploitation, de gestion travaillent ensemble depuis le début. Ça va de soi parce qu'il y a notamment tous les aspects décoration. C'est sûr que quand on a le bâtiment représenté en 3D, le travail des architectes d'intérieur est quand même plus facile, et ça leur permet surtout de voir ce que ça va donner et de changer le cas échéant si quelque chose ne convient pas dans l'harmonie générale de certains lieux, puisque particulier d'un EHPAD, c'est des chambres de 20 mètres carrés, mais c'est énormément de locaux dédiés aux soins, à l'animation, à la réception, aux familles, etc., qui ne sont pas du tout traités dans la même ambiance. Donc c'est là qu'on voit que cet outil s'adapte spontanément à ce type de projet. C'est sûr qu'après, il y a des secteurs dans lesquels ça va être un peu plus difficile. Parce que autant une équipe d'exploitants tient fortement son cahier des charges, et le cahier des charges est écrit, il fait 150 pages, et tout, en promotion immobilière classique, sur un programme de logement, on n'a pas forcément le temps nécessaire pour écrire les 150 pages en amont. Pourtant, il faudrait presque le faire si on veut aller dans un outil qui fonctionne bien. Donc, on parle d'outils et communication. Et comment vous imaginez, comment vous réalisez cette mutation en termes de vos structures qui sont directement connectées aux clients? Comment vous envisagez tous, comment ça se passe aujourd'hui dans vos différentes sociétés? C'est pas tant nos structures qui doivent s'adapter. Nous, on est prêts à s'adapter. Après, c'est tous les intervenants extérieurs, comme je disais tout à l'heure, les architectes, les bureaux d'études, qui doivent tous converger en même temps et pour faire en sorte que les projets aboutissent. Aujourd'hui, chez Cogedim, nous n'avons pas réussi à mener une opération de A à Z. On a toujours été confrontés à plusieurs
à plusieurs problèmes qui ont fait qu'on n'a pas pu gérer un projet en entier. Mais voilà, tout le monde doit être convaincu. Les agences d'architecture commencent à l'être de plus en plus. On sent qu'ils s'installent, qu'ils revoient leur organisation générale. Les petites agences auront plus de mal, même si vous nous dites le contraire. C'est un investissement important en temps, en installation, en formation. Et c'est par les architectes, je pense, que nous allons réussir à progresser dans ce domaine. Alors, on peut aussi, c'est une autre chose qui n'a rien à voir, mais il faut faire attention aussi au fait que on voit l'étendue des choses qu'on peut acquérir grâce au BIM, mais il ne faut pas qu'on reste, que le BIM nous enferme non plus dans un carcan trop étroit. Certains architectes m'ont parlé, on en parlait tout à l'heure, de la bibliothèque du BIM. Tout logiciel nécessite certains points de bibliothèque, les fenêtres, les murs, tout ce qui gravite autour de cette maquette. Il ne faut pas non plus que les architectes qui ont rentré une bibliothèque de départ dans leur outil BIM s'en servent après continuellement et appauvrissent leur création architecturale en perpétuant en fait le même modèle, parce que c'est le modèle qu'ils ont intégré une fois et que c'est plus simple peut-être, m'a-t-on dit, de continuer par la suite. Voilà. Donc les architectes devront aussi faire évoluer cet outil pour justement créer plus de choses et non pas appauvrir leur travail en perpétuant le même modèle. Alors, il y a quelque chose que je ressens aussi, c'est que la manière avec laquelle les gens entendent parler du BIM est vraiment en train d'évoluer. Et pour moi, il y a vraiment une étape qu'on est en train de franchir. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur le BIM depuis, je crois que ça fait une dizaine d'années que vous travaillez dessus. Il y a 10 ans, qui savait que le BIM existait ? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas que ça existe. Je parle là des clients. Et c'est vrai que demain, quand on va leur dire que voilà, c'est possible d'avoir tous ces outils et toute cette réalité en fait virtuelle, là, la mayonnaise va vraiment prendre. Et aujourd'hui, on sent qu'en gros, on est arrivé au bout de la recherche. On se rend compte que c'est un outil qui fonctionne vraiment. Et je pense que les promoteurs sentent qu'ils commencent, enfin les acteurs de la construction sentent qu'ils sont contraints aujourd'hui de passer au BIM. Et que ceux qui ne le font pas, ça risque de mal se passer plus tard. Exactement comme quand le numérique est arrivé pour la photo. Voilà, Kodak, ils se sont dit non. Et puis on sait ce qui s'est passé derrière. Donc aujourd'hui, il y a une vraie pression. On sent qu'on n'est plus dans la phase de test, on n'est plus dans la phase de se demander si c'est bien ou pas. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les agences qui ne se mettent pas au BIM, dans 5 ans, il y a des chances qu'elles n'existent plus parce que tout le monde sera passé à ça. Et aujourd'hui, par contre, c'est difficile d'expliquer à des gros dinosaures que sont les promoteurs qu'en gros, il faut révolutionner la manière avec laquelle on fait tout. Parce que derrière, même s'il y a une volonté là-haut de passer au BIM et de passer au numérique, c'est quand même des hommes qui ont l'habitude de travailler avec certaines personnes, avec certains process. Et parfois, c'est un peu compliqué à faire passer pour le message. Voilà. Alors, à paraphraser Raffarin, la route est longue et la pente est rude pour le BIM. Ce qui est certain, c'est que nous on le voit sur des produits particuliers comme les chambres d'EHPAD. Pour la vente aux investisseurs, c'est un immense avantage de leur montrer des choses auxquelles ils n'avaient même pas imaginé. On ne va pas forcément s'amuser à aller visiter une chambre de maison de retraite médicalisée. Là, il est présenté. Et le fait aussi de savoir que les prochains projets vont être en BIM complètement, de savoir que ce bâtiment sera maintenu, qui est leur propriété, qui est leur richesse, va être entretenu, maintenu et a fait l'objet, je dirais, des études les plus technologiquement avancées dès sa conception, c'est sûr que c'est un côté rassurant, un côté sécurité de l'investissement. Je crois qu'on va profiter qu'il nous reste encore 10 petites minutes. Je vous propose de faire une conclusion chacun sur votre vision du BIM et une synthèse un peu de la question initiale sur le client là-dedans. Où se retrouve-t-il ? Bon, je ne sais pas si ça va être une conclusion, je vais prendre des exemples. Alors d'abord, je veux répondre à un peu la peur. Cet outil va nous enfermer dans un carcan un peu technique et de famille et réduire ma créativité. On a le Philharmonique qui est pas loin. C'est un bâtiment qui a été fait par le BIM, qui n'aurait jamais pu être fait sans BIM.
quand on voit la fondation Louis Vuitton, hein, qui était, bon, c'est une œuvre d'art, ça a été fait par le BIM, ça a été extrêmement cher. Tous les bâtiments ne peuvent pas se payer ce type d'outils, mais ça n'aurait pas été possible sans BIM non plus. Donc moi, je pense que c'est dur, c'est des hommes, c'est des process, ça ne va pas se faire en un jour, mais je pense que ce n'est pas limiteur de créativité, au contraire peut-être. Je ne vais pas faire une conclusion, je vais juste prendre 2 ou 3 exemples d'aujourd'hui. Alors, excusez-moi pour les créateurs d'Interint, Aricad est aussi chez Batimat, on a un stand chez Batimat. Et si vous le visitez, vous pourrez tester. Alors, on a une sorte de tapis roulant, on a des Oculus Rift, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est les lunettes qui vous permettent de plonger dans un univers virtuel. Et on a pris un bâtiment et on l'a transformé en univers virtuel en quelques minutes. Et donc vous pouvez, avec des sécurités, parce que quand vous vous baladez et que vous êtes au-dessus d'un parapet, vous avez vraiment l'impression d'y être et vous avez un peu peur de vous pencher parce que vous avez l'impression de tomber. Donc vous pouvez visiter aujourd'hui. Et ça, c'est pas très beau parce qu'effectivement, on n'a pas été très créatif au niveau de la décoration. Par contre, au niveau implication de la personne pour s'approprier le bâtiment, c'est extraordinaire parce qu'il est vraiment dedans, il le ressent physiquement, il marche dedans, il se tourne, etc. C'est assez extraordinaire. Ça existe aujourd'hui. Je pense que c'est disponible aujourd'hui plutôt pour les bâtiments luxueux parce qu'on ne va pas s'amuser à faire ça maintenant, mais demain, je pense que ça va le faire. Et dernier petit exemple, moi je livre aujourd'hui déjà des maquettes virtuelles en fin d'achèvement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les piles de plans des WG ou en papier qui s'amoncellent et de toute façon qu'on va archiver dans la cave et qu'on ne retrouvera jamais, ou 20 ans après ils ont été mangés par les souris, et c'est un exemple concret, on va livrer des maquettes virtuelles. On livre des maquettes virtuelles sur tablette qui permettent, alors pas tout à fait d'avoir le capteur rouge qui dit c'est là où est la panne, comme vous l'avez dit, mais qui permettent de circuler dans le bâtiment, qui dit ce vos plafonds, je voudrais savoir ce qu'il y a derrière, je tape dessus, il devient transparent, et puis je vois toutes les gaines techniques. Même chose sur les gaines techniques verticales, je voudrais savoir quels sont les tuyaux et les conduites qui sont là, donc je la rends transparente, et je sais qu'il y a une fuite, mais maintenant je veux savoir quels sont les tuyaux qui sont par derrière. Ça existe déjà, on peut livrer des choses comme ça, et je pense que ça peut aider beaucoup l'aspect maintenance des bâtiments. Voilà, c'est juste des exemples, c'est pas des conclusions. Juste 2 mots pour dire que la technique existe, l'outil existe, il est fabuleux. Apprenons maintenant à faire du beau justement pour pouvoir le vendre à nos acquéreurs et les faire rêver, autant que nous rêvons. Ouais, moi, mon rêve pour demain, c'est que justement que les gens en fait puissent vivre le bâtiment et que quand vous voyez vivre le bâtiment, c'est en fonction de vous. Donc c'est vous qui allez interagir avec et ce sera pas. C'est vraiment quelque chose de très concret, et parce que ça touche à votre portefeuille déjà, et parce que c'est la manière avec laquelle vous avez envie également de vivre dans le logement. Et tous ces outils-là, on en a besoin pour avoir un produit qui est plus technique. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer un promoteur vendre sans la visite virtuelle, parce qu'on sent qu'il y a un vrai besoin, que c'est un vrai plus pour le client. Et ben demain, ce ne sera pas que le voir, ce sera aussi le vivre. Voilà. On attend beaucoup, on en a parlé tout à l'heure, du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DIO, qui est aujourd'hui une somme de papier d'un tas de trucs totalement hétérogènes les uns avec les autres. Donc ça, pour un exploitant et pour assurer la pérennité de l'investissement de clients particuliers, c'est extrêmement important. La seule question que je me pose, moi, pour avoir fait du chantier, c'est entre ce qu'on va lancer au démarrage du chantier, ce qui va se passer pendant le chantier, est-ce que tout va être bien reporté dans les documents numériques existants? Est-ce que celui qui va changer la canalisation la mettre à cet endroit-là parce que ça l'arrange, il aura bien pris soin de le signaler et que ça soit retranscrit? Voilà, ça c'est petite limite, c'est quid après la phase exé sur le chantier. Je crois qu'on va conclure, si je comprends bien. Non, c'est pas le micro, c'est dehors. Je crois que ce qui a été exprimé aujourd'hui, c'est que la révolution du BIM à vocation du client est essentielle, commence à porter ses fruits sur des exemples concrets par des projets moteurs et des grandes réflexions qui sont engagées chez les grandes et les petites structures, que l'ensemble des acteurs est concerné par le sujet, y voit son intérêt pour le client final, pour son portefeuille, mais aussi pour ce qu'il va pouvoir visualiser du produit qu'il va acquérir ou qu'il va exploiter, et que toute la chaîne de production aujourd'hui va être à destination du client final puisqu'il doit pouvoir avoir accès à la donnée, l'implémenter directement ou en amont dans un programme.
Donc ça veut dire que le BIM à vocation client, c'est une réalité qui va augmenter et montrer sa pertinence dans le temps, et que, comme on l'a tous dit, le client à terme va l'exiger, et que les personnes qui n'auront pas réussi la mutation sont amenées à disparaître. Donc ça veut dire qu'on attaque vraiment une grosse révolution à vocation du client final, grâce au BIM. Je vous remercie.